Bonjour encore à tout le monde. Je m'appelle Chris Doran. Je suis un spécialiste des ventes techniques chez ITM Instruments. Merci à nous avoir rejoints à notre webinaire aujourd'hui, présenté par ITM Université. Le sujet d'aujourd'hui, c'est la maintenance de la sécurité de l'IRVE avec Fluke. Nous couvrirons une bonne quantité d'informations dans les prochaines 40 à 45 minutes, puis nous aurons du temps à la fin de la présentation pour les questions et réponses. Nous vous encourageons à poser des questions tout au long de la présentation. Utilisez simplement la fonction chat ou la fonction question et nous répondrons à toutes les questions à la fin de la présentation durant la période questions et réponses. ITM et Fluke travaillent en étroite collaboration depuis de nombreuses années. Nous sommes fiers d'être l'un des principaux distributeurs de Fluke au Canada. Ceci est un résultat de notre engagement à vous offrir notre expertise en matière de produits, notre service et nos prix compétitifs. Commençons. Le webinaire aujourd'hui est présenté par Claude Boudreau, technicien en instrumentation et contrôle, ayant suivi plusieurs formations en météorologie, thermographie, analyse de vibration, infiltrométrie, ultrasons et analyse de puissance. Représentant de technique en équipement de test en mesure depuis de 30 ans, donc plus de 25 années avec ITM Instruments. Claude, la présentation est à vous. Bien, bon matin tout le monde. Comme Chris le mentionnait, on va parler ce matin des systèmes là, de IRVE, en réalité, donc les chargeurs véhiculaires, puis comment on peut les vérifier. Ceux d'entre vous qui ont déjà commencé à travailler sur ces systèmes-là, ben, comme vous le savez, la première chose que ça nous prend pour pouvoir les vérifier, c'est un véhicule électrique, n'est-ce pas? Donc, on va parler de ça aujourd'hui, de comment on peut faire les tests, et ainsi de suite, comment on peut s'assurer d'avoir notre véhicule tout proche en tout temps. Donc, pour démarrer, on va y aller tranquillement. Si vous avez des questions, posez des questions via le chat, puis Chris va se faire un plaisir de me transférer les questions. Fait que ce qu'on va regarder réellement, c'est tout le côté sécurité au niveau de l'entretien des charges de véhicules électriques. Fluke a toujours poussé énormément le côté sécurité. Puis, c'est la même chose qu'on veut faire aujourd'hui. Parce que comme j'expliquais tantôt, lorsqu'on veut vérifier ces systèmes-là, bon, ben, il faut que la charge soit en fonction. Et si on va à l'intérieur des circuits pour pouvoir les vérifier, bien, ça peut devenir un petit peu dangereux. La tendance, donc l'agenda de ce matin, on va regarder c'est quoi la tendance du réseau de charge des véhicules électriques. On va regarder les types de systèmes de bornes de recharge pour les véhicules électriques, les risques de la sécurité rencontrés lors de l'entretien de l'équipement de la charge des véhicules électriques, les codes de sécurité des outils. Puis ensuite de ça, on va regarder les types d'essais qu'on peut faire sur les systèmes pour valider que les systèmes de charge sont efficaces et fonctionnels. La croissance des ports de recharge, c'est en grosse hausse, tout le monde le sait, tous les gouvernements s'en vont vers ça. Les documents qu'on a ici, ça vient des États-Unis, mais on voit là, réellement là, une augmentation là, très rapide. C'est sûr et certain que ce qui est la plus grosse demande, c'est pour les recharges résidentielles, les L1 et les L2. On a de plus en plus aussi de demandes au niveau public, au niveau des endroits de travail. C'est toutes des choses où est-ce que si on veut rajouter des véhicules électriques, si on veut pouvoir profiter de ça, bien, ça nous prend des bornes de recharge accessibles. Les différentes technologies au niveau des bornes de recharge. Bon, on a au niveau résidentiel, ça va être des bornes qu'on appelle des niveaux 1 à niveau 2. Ça, c'est des bornes de recharge qui sont quand même assez abordables. On parle en dollars US, dans 300-700 dollars US. C'est conçu pour les propriétaires. Donc, on s'achète notre propre véhicule électrique, mais c'est sûr qu'on veut être en mesure de pouvoir le recharger. Fait que souvent, on va installer une recharge de niveau 1 ou de niveau 2. Ça va se brancher directement sur le 120 ou le 240 volts et ça va aller tirer jusqu'à 1,9 kW.
C'est sûr que ce n'est pas des charges très rapides. C'est une charge qui va prendre de 10 à 12 heures pour recharger complètement notre véhicule. Coût d'installation, ça prend quand même un électricien qui va venir pour faire l'installation. Il va y avoir certaines modifications à faire. Donc, on peut aller chercher facilement jusqu'à un 3 000 US pour installer ces bornes de recharge-là. Ce qui est intéressant, par contre, c'est un type de borne de recharge qui n'a pas d'entretien dessus. Lorsqu'on arrive au niveau 2, commercial et public, en passant, là, le niveau 1, c'est toutes des charges AC. Niveau 2, AC, commercial et public. Bien, là, à ce moment-là, c'est qu'on va avoir des bornes de charge qui vont varier entre 1 000 et 7 000 US. Ça a été conçu pour être installé dans des stationnements privés ou publics. Et puis là, à ce moment-là, c'est l'alimentation en tension est directement à partir du réseau du bâtiment privé maître. Donc, on va chercher le 240 volts. Et puis là, par contre, la puissance, on va monter jusqu'à du 19,2 kW. Fait qu'on va réduire grandement le temps de charge parce que là, en augmentant la puissance, on va réduire le temps de charge. On va tomber avec des charges qui vont se faire en 2 à 3 heures. Le coût d'installation, ben, c'est sûr que là, c'est un peu plus complexe. On va aller chercher des coûts qui peuvent aller chercher jusqu'à 12 000 US. Ça, c'est les systèmes, par contre, qu'on va avoir besoin d'avoir un bon programme de maintenance et de dépannage, parce que lorsque les clients se présentent pour pouvoir se charger, ben, il faut que ce soit fonctionnel. C'est là où est-ce qu'il va y avoir le gros du travail. Il y a maintenant aussi des charges DC, qui vont être des charges commerciales publiques. Là, c'est des charges, souvent, ça va être plusieurs bornes de charge côte à côte. Ça va être des prix beaucoup plus dispendieux. On va parler de 20 à 50 000 US. C'est conçu pour les espaces de stationnement privés et publics, ainsi que les autoroutes à fort trafic. Là, on va alimenter en tension directement à partir du réseau après modification. Donc, c'est sûr qu'on va partir du AC puis on va convertir ça en DC pour ces charges-là. On va avoir une alimentation qui va aller chercher du triphasé pour l'alimentation. Donc, le côté primaire va être en AC, mais triphasé. Donc, on vient de changer de game. Là, on va chercher jusqu'à 360 kW. C'est rendu des bêtes. Là. Puis, on parle d'un temps de charge inférieur à 1 heure. Coût de l'installation, ben là, on va être à plus de 30 000 par unité. Ça va prendre encore là dépannage et entretien de routine annuel. Puis, on peut parler jusqu'à des frais de 10 000 de maintenance par année par unité. Donc, c'est également les systèmes vers lesquels on s'en va, des charges très rapides, mais ce n'est pas la même maintenance. Si on prend un exemple, une borne de recharge de niveau 2, donc les installations de niveau 2 sont moins intensives que les installations CC rapides et ne nécessitent pas de financement en capital ni de transformateur dédié. Fait que ce qu'on fait en réalité, c'est qu'on va aller directement se chercher au niveau des transformateurs qui abaissent de 13 kW à 480 volts pour l'éclairage et les prises de courant génériques dans les stationnements. C'est de là qu'on va aller s'alimenter. Et puis là, à ce moment-là, ben, ça va être des stations de niveau 2 jusqu'à 7 kW avec des connecteurs de type 1. Les concentrateurs de charge rapide, donc là, on parle du DC. Là, à ce moment-là, on parle des chargeurs rapides. Ce sont des projets d'investissement qui nécessitent l'installation de chargeurs, de services publics d'électricité, d'équipements de télécommunication. Fait que là, on est rendu dans la grosse game. Là, on est rendu avec de la modification au niveau du réseau et ainsi de suite. Ça va nous prendre des armoires de distribution, des modules de puissance, des redresseurs AC/DC. Nos transformateurs, encore là, baisser la tension, mais avec un peu plus d'équipement aux alentours. Puis là, on va parler de chargeurs de 322 kW avec des connecteurs de type T1 et T2. Ce qui nous amène à une chose. Tous ceux qui vont faire la maintenance sur les différents types d'équipements, ben, on a des risques.
Lorsqu'on parle des risques électriques en général, si on prend l'année 2020 aux États-Unis, il y a eu 126 décès. Il y a eu 2220 blessures qui sont électriques, pas nécessairement mortelles, mais qui ont impliqué des journées de travail perdues. Cause de décès, bien, souvent, c'est travail à proximité de conducteurs sous tension, des pièces sous tension. Ça peut être aussi un contact avec le courant aérien. Ça peut être les échecs de procédures de verrouillage, d'étiquetage de contrôle de sécurité. Puis, autres, ben là, c'est 1%. Mais grosso modo, c'est toujours relié au fait qu'on travaillait à proximité ou qu'on a été en contact avec des lignes haute tension. Les dangers au niveau des chargeurs. Bien, comme j'expliquais tantôt, en ce moment, pour les vérifier, bien, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut ouvrir le chargeur pour effectuer des tests. Puis là, à ce moment-là, ça expose le technicien à une tension dangereuse. Les défauts de terre pourraient exciter les composantes métalliques non porteurs de courant. À ce moment-là, on pourrait créer des arcs et ainsi de suite. Puis les défauts d'arc peuvent provoquer des risques d'électrocution ou d'incendie. Donc, le côté sécurité, on n'en parle jamais assez. Mais lorsqu'on parle des niveaux de tout ce qui touche l'électricité, surtout sur les chargeurs qui demandent quand même une puissance assez intéressante, bien, le risque est là. Puis le fait d'ouvrir le couvert pour accéder aux tests, bien, ça nous met, nous, en tant que techniciens, en risque. Les directives de l'industrie. Bien, à mesure que l'environnement de travail et le type de travail devient plus dangereux, le besoin de la protection augmente. C'est pourquoi il y a des normes comme la norme NFPA 70E qui a créé des pratiques de travail liées à la sécurité, l'entretien des équipements de sécurité, l'exigence de sécurité pour les équipements spéciaux, l'exigence d'installation liée à la sécurité. Donc, c'est toutes des choses qu'il faut être conscient. Quand on travaille avec l'électricité, il y a des dangers, il y a des risques. Puis, il faut essayer de limiter ça au maximum. Une des choses que souvent les techniciens ne pensent pas, c'est que les instruments de test font partie des EPI, des équipements de protection individuelle. Autant que ton casque, que tes gants, ton multimètre, tous tes autres appareils, ton tournevis que tu te sers, tous les instruments de test vont faire partie des EPI. Ça doit être évalué pour les circuits et les équipements auxquels ils seront connectés. Ils doivent avoir été conçus pour l'environnement auquel ils seront exposés et la manière dont ils seront utilisés. On doit avoir été inspecté visuellement avant l'utilisation. En passant, une des mauvaises pratiques de beaucoup de techniciens, c'est de prendre les fils puis de les tourner alentour de son multimètre. Puis en faisant ça, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on l'étire tranquillement, puis à un certain moment donné, on vient de créer un risque. Donc, les fils, faites-y attention. Ça fait partie de ton appareil. Il faut que tu l'entretiennes autant que le reste. Les équipements défectueux ou endommagés doivent être réparés et testés avant d'être réutilisés. Ça, encore là, super important. Tu viens d'échapper ton appareil. Il a tombé d'en haut de l'escabeau. Tu le ramasses, tu l'allumes. Oh, il a l'air fonctionnel. Est-ce que tu l'as testé? Est-ce qu'il est réellement fonctionnel ou c'est juste les LED qui allument? Donc, c'est toutes des petites choses qu'il faut qu'on commence à être conscient de ça. L'isolation des outils de protection, y compris les indicateurs de tension de test, doit être vérifié par des tests et des inspections. Quand est-ce la dernière fois vos appareils ont été vérifiés? Est-ce qu'ils sont encore protégés? Est-ce que l'isolation a été affectée? Puis ça, ben, c'est toutes des normes qui viennent encore là de NFPA 70E, de la 110.4 et A et la 110.4.5. Donc, c'est toutes des choses qu'on doit être au fait. Si on sert d'un appareil de mesure, il faut qu'on le vérifie. L'emplacement ou le classement des catégories de mesure.
le niveau et l'énergie des impulsions de tension dépend de l'emplacement. Plus l'emplacement est proche de l'alimentation sectaire, plus le courant de défaut disponible est élevé et plus la catégorie est élevée. Ce qu'on veut dire, c'est simple. C'est que plus que tu te rapproches de ton alimentation, du secteur, plus que tu as des chances que s'il y a un défaut, que la puissance qui va être dégagée va être élevée. Donc, on veut avoir un équipement plus élevé. La CEI 61010 définit 3 emplacements aux catégories de mesure. Les catégories 4, ça, c'est des systèmes triphasés à la connexion secteur. Donc, tout conducteur secteur extérieur, c'est des catégories 4. Catégorie 3, c'est ce qui est parti de ton panneau de distribution, donc la distribution triphasée, y compris des systèmes d'éclairage commercial monophasés, mais généralement, quand on va parler de catégorie 3, c'est les systèmes triphasés à l'intérieur d'une usine, c'est-à-dire les pompes, les moteurs, etc., qui arrivent directement de ton panneau de contrôle. Puis les catégories 2, c'est les charges connectées à une prise monophasée. Ça pourrait être un exemple, le photocopieur. Tout appareil qui est branché dans une prise électrique traditionnelle, ça devient ce qu'on appelle des catégories 2. Fait que l'idée est simple, c'est que plus je m'éloigne de la source, s'il y a un événement, s'il y a un arc électrique, il y a moins de chances que la puissance qui va être dégagée par ça va être faible. Donc, le plus grand danger des transitoires se situe dans les catégories élevées, car ils pourraient déclencher une explosion d'arc. Un transitoire, c'est quoi? Un transitoire, c'est une pointe de tension. Qu'est-ce qui peut causer un transitoire? Ça peut être simplement la coupure du moteur ou d'une autre charge inductive. Donc, juste le fait de fermer la switch, tout d'un coup, pouf, on vient de créer potentiellement un arc. Ça peut être un dysfonctionnement d'un équipement. Ça peut être la commutation de charge utilitaire, donc juste le fait de changer la charge sur un système. Ça peut être un variateur de vitesse. Puis, ça peut être aussi la foudre. Donc, c'est toutes des choses qui peuvent créer des transitoires. Les transitoires sont invisibles, puis, malheureusement, inévitables. Il va y avoir des transitoires qui vont se produire occasionnellement sur le réseau, qui vont venir de l'extérieur du réseau, qui vont, comme la foudre, qui vont s'ajouter au système. On va en avoir. C'est comme on l'a vu la semaine dernière, lorsqu'il y a eu des pannes de courant, le transformateur qui saute, il y a eu des transitoires un peu partout. Ça peut durer moins de 100 millisecondes, mais ça peut être extrêmement dangereux. Tu es en train de travailler pendant que le transitoire arrive. Si tu as les équipements protégés, tu es correct. Si tu as des appareils non protégés, là, tu cours un danger. On peut surmonter la protection d'entrée de l'équipement de test provoquant un arc ou un court-circuit dans les testeurs. Donc, si on regarde rapidement à ma droite, on voit notre sinus, donc notre 480 volts RMS, qui a des pics jusqu'à 678 volts de valeur crête. Mais lorsque j'ai un transitoire, je peux aller chercher des pointes jusqu'à 8000 volts. Ton appareil de mesure à la base, il n'est pas fait pour travailler dans ces conditions-là. Il est fait pour travailler sur un réseau 600 volts. Mais les appareils qui sont protégés, qui vont rencontrer les bonnes normes, vont être en mesure de supporter ces pointes-là. Tout d'abord, il faut qu'on connaisse la catégorie dans laquelle on travaille. Puis, on va choisir la tension nominale appropriée. C'est-à-dire, si tu travailles sur du catégorie 4, ça prend un appareil catégorie 4. Si tu travailles dans une zone catégorie 3, ça prend un appareil minimalement catégorie 3, mais tu peux y aller avec un catégorie 4. La deuxième des choses, c'est quoi la tension de fonctionnement? Est-ce qu'on parle de 1500 volts, de 1000 volts, de 600 volts, etc. L'équipement peut être une double classification, donc il peut répondre à 2 exigences. Si vous mesurez des circuits de puissance, vous devez utiliser un multimètre catégorie 3 600 volts ou catégorie 4 600 volts qui pourrait avoir une double
classifications, qui peut être catégorie 4 600 et catégorie 3000. Donc, le même appareil peut avoir deux classifications dépendant d'où est-ce que je travaille. Puis, c'est important aussi que les fils de test soient aussi dans cette catégorie-là. Si tu as trouvé des fils de test qui ne sont pas isolés puis que tu les as mis sur ton appareil, bien là, le point faible devient tes fils de test. Donc, c'est important réellement de s'assurer quelle catégorie on travaille et est-ce que je travaille sur les bonnes tensions. La tension nominale, elle, ça peut être un peu trompeux. Donc, catégorie 3, 1000 volts, ça veut dire qu'il va résister à des transitoires de 8000 volts. Puis si je m'en vais chercher un 600 volts, bien, lui, il va supporter des transitoires de 6000 volts. Même chose, si c'est un catégorie 4, 600 volts, bien, il va supporter des transitoires de 6000 volts. La différence, ça va être l'impédance à laquelle il peut le supporter, et ainsi de suite. Mais grosso modo, première étape, la catégorie. Deuxième étape, la tension. Lorsqu'on choisit des équipements, c'est important de s'assurer qu'est-ce qui est indiqué sur notre appareil. Si on prend celui complètement à gauche dans le petit carré bleu, on voit que le FEV100, c'est un catégorie 2, 250 volts. Donc, c'est un appareil qui n'est pas fait pour aller mesurer directement des signaux triphasés qui partent d'un transformateur ou qui partent du main de l'usine, mais c'est réellement fait pour prendre quelque chose qui est branché sur le secteur, sur du 120 ou du 240, du monophasé. Quand on va chercher dans les multimètres, on peut avoir un multimètre catégorie 3 600 volts, on peut avoir un multimètre catégorie 3 1000 volts avec la double classification catégorie 4 600 et on peut même avoir du catégorie 3 1500 volts. Donc, c'est important de s'assurer d'avoir le bon équipement pour notre application. Donc, l'essentiel, la sécurité avant tout. Dans la mesure du possible, on va travailler sur des circuits hors tension. On va suivre les procédures de verrouillage et étiquetage appropriées. On va utiliser des équipements entretenus et un EPI approprié conformément à la norme NFPA 70. Lunettes de sécurité, outils isolés, gants isolants, vêtements anti-arc, écran anti-arc, combinaison éclair, tapis isolant, etc., etc. On ne veut pas travailler seul. Pratiquer des techniques de mesure sécuritaires. Ce qu'on devrait toujours faire, mais que l'on ne fait pas, avant de prendre une mesure électrique, si je veux vérifier s'il y a présence ou non de tension sur un circuit, je devrais toujours aller me brancher sur un circuit existant et puis là, à ce moment-là, de le vérifier. Je vais toujours commencer par aller me mettre à la terre et ensuite, je vais aller chercher la valeur de tension. Puis quand que je vais me débrancher, je vais débrancher le fil chaud, puis la mise à la terre. Puis je vais faire mon test vivant, mort vivant. Donc, je vais tester un circuit connu, mesurer le circuit cible et ensuite tester à nouveau un circuit connu. Si je m'en vais dans un endroit où il y a juste un circuit sur lequel je travaille et je n'ai pas accès à d'autres circuits, mais ce qui peut être intéressant, la petite boîte en bas à droite, Fluke a sorti un module de vérification. Ça génère du 240 volts. Tu peux l'avoir attaché à ta ceinture et tu peux en tout temps revérifier ton multimètre avant de faire ton test. Donc, si tu n'as pas accès à un autre circuit que tu es certain qui est alimenté, bien ça, c'est une source qui te permet de pouvoir te vérifier ton multimètre. Donc, tu t'en vas sur ta source, tu vérifies le circuit que tu voulais tester et tu revérifies par la suite sur ta source pour être sûr que tout est bon. Les spécifications. Il est recommandé que toutes les stations de niveau 1
et de niveau 2 soient conformes à la norme IEC 61851 ou SAE J1772. Les utilisateurs finaux d'installation et d'OEM ont besoin d'un outil pour exécuter la procédure de maintenance sur la station. Parce que comme j'expliquais tantôt, pour que le système de charge soit fonctionnel, il faut qu'il soit branché sur un véhicule. Donc, à ce moment-là, on n'a pas toujours de véhicule à portée de la main. Fait que là, c'est de là que les outils comme celui qu'on va vous présenter ce matin nous permettent de simuler la présence du véhicule. De nombreux tests sont généralement effectués sur les systèmes de charge pour s'assurer qu'ils fonctionnent correctement. Première des choses, vérifier les défauts de la terre. Est-ce que ma mise à la terre est bonne? L'isolation des fils. Vérifier la tension au niveau du contact réel sur le chargeur lui-même. S'assurer après l'installation que le chargeur peut communiquer et alimenter un véhicule. Donc ça, c'est tous des tests qu'il faut faire. C'est pas juste de dire, oh, je l'ai branché, j'ai amené l'électricité dans le chargeur, il est prêt à fonctionner. Non, il faut qu'on puisse le valider. Donc, une fois qu'un système a été installé, comment le technicien sait-il qu'il fonctionne et fournit la charge appropriée? Le moyen le plus courant est d'avoir un véhicule électrique sur place qui peut être connecté au système. Lorsqu'il est connecté à la voiture, le système de charge va libérer la tension de sortie et on peut s'assurer que la station communique correctement avec le véhicule. Sans la connexion du véhicule, aucune tension n'est fournie à partir de la station de charge, ce qui rend impossible le contrôle du système. Les systèmes de charge ont un taux d'échec élevé. On parle de 30 à 50%. La fiabilité est la considération la plus importante lorsqu'il s'agit de faire évoluer l'infrastructure des véhicules électriques et l'acceptation des utilisateurs. Bien, c'est sûr que si à chaque fois que je veux aller charger mon véhicule, j'arrive sur une borne qui n'est pas fonctionnelle, bien, à un certain moment donné, je vais me demander pourquoi j'ai acheté un véhicule électrique et pourquoi je ne peux pas rester avec un véhicule à essence. Fait qu'il faut s'assurer que les systèmes soient fonctionnels. C'est là l'importance des techniciens au niveau de la maintenance. Les problèmes de dépannage courant. Le technicien ne peut pas tester le système qui est installé correctement ou a été réparé correctement, à moins qu'il ne conduise une voiture électrique. Comme j'expliquais tantôt, pour que la charge fonctionne, pour que la charge veuille générer la tension et le courant requis pour charger un véhicule, il faut qu'il soit branché. Ben, si tu n'as pas assez de véhicules électriques, puis en ce moment, ben, si on commande des véhicules électriques, c'est pas qu'on n'en veut pas, c'est qu'on n'est pas capable d'en avoir. Ben, probablement que la flotte de techniciens que vous avez n'a pas tous son véhicule. Fait que là, le premier technicien il arrive sur place, il n'y a pas de véhicule qui est branché au moment qu'il arrive, on ne peut pas rien faire. On va retourner. Donc, on va avoir des appels de service répétés. Le problème lié à la disponibilité des véhicules électriques à l'intérieur de la même compagnie. Les véhicules électriques ne sont pas chargés. Il n'y a pas assez de véhicules électriques pour les techniciens. Puis, les véhicules électriques peuvent ne pas avoir un bon adapteur. Donc, si tu arrives sur un système Tesla, puis tu as un véhicule nord-américain, bien, ça ne marche pas. Chaque véhicule électrique est différent. Il y a un manque actuel de solutions techniques sur le marché. Pour émuler un véhicule électrique, ben, Fluke a sorti un appareil qui est le FEV100. Donc, c'est un système qui émule un véhicule électrique. L'avantage d'un émulateur, c'est qu'il isole la borne de recharge à tester pour s'assurer que le problème provient de la borne et non du véhicule. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un émulateur? Bien, on peut faire ce qu'on appelle un pré-test pour vérifier la mise à la terre, pour s'assurer qu'il n'y a pas de tension dangereuse au niveau de la terre. On peut vérifier le contrôle pilote, donc
pour la simulation de véhicules. On peut vérifier les notifications d'erreur, soit au niveau du pré-test ou au niveau du pilote de contrôle. On peut faire les tests des DFT, donc s'assurer si jamais il y a un breaker qui saute, comment que le système va se réajuster. Connectivité avec d'autres outils de test et mesure. On va pouvoir vérifier les tensions, les formes d'onde, l'impédance de la boucle, la résistance. Fait que pour les électriciens et les techniciens en système de charge qui installent ou effectuent l'entretien, pour l'entretien pour les systèmes extérieurs commerciaux de niveau 2. Donc, ce n'est pas fait pour les systèmes CC, c'est réellement fait pour les systèmes extérieurs et commerciaux de niveau 2. C'est des outils de dépannage dédiés qui vont ajouter de la valeur en réduisant le coût et le temps de maintenance des bornes de charge. C'est des essais de sécurité. Donc, le pré-test du système, ça va être une façon de vérifier la mise à la terre. Ça vérifie qu'il n'y a pas de tension dangereuse à la borne de la terre. À vous tous, lorsque vous allez commencer à faire des tests avec ces appareils-là, s'il vous plaît, faites ce que vous faites toutes les fois que vous avez un nouvel appareil. Lisez le livre d'instructions. Il n'y a pas énormément de pages, je pense qu'il y a 20 pages, quelque chose comme ça, mais c'est hyper important. Si on fait juste prendre le test de mise à la terre, ben, une des choses, dans le test de mise à la terre, c'est bien mentionné qu'il faut prendre le test pas de gants, parce que vous allez avoir à aller appuyer votre peau sur un connecteur. Et c'est à partir de là que ça va passer par votre système de mise à la terre personnel pour vérifier le système de mise à la terre du chargeur. Il ne faut pas que tu sois en train, avec ta deuxième main, à côté directement sur le chargeur ou sur une pièce métallique qui est reliée à la terre, parce que tu vas encore là bypasser les tests. Fait que c'est toutes des petites choses comme ça, mais comme je disais, souvent, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on prend l'appareil. Ah, on fait ça, mais on ne lit pas le livre d'instructions. Prenez le temps de le lire, il n'est pas très long, puis ça va bien aller. On peut faire aussi des tests pour les disjoncteurs de fuite à la terre. Donc, on va vérifier que le disjoncteur est connecté puis qu'il détecte un défaut de terre. Donc, on va simuler un défaut de terre. On va aller ensuite de ça avec le défaut de mise à la terre. Donc, on va s'assurer qu'il n'y a pas d'interruption dans le conducteur de la terre, que le processus de charge en attente est interrompu et que de nouveaux processus de charge sont empêchés s'il y a un problème à la terre. On va s'assurer que le contrôle pilote, s'il y a l'erreur qu'on appelle le code E, selon la norme J1772, définit l'erreur de code d'erreur E comme étant lorsqu'une station de charge est déconnectée du véhicule, qui est déconnectée du réseau public, qu'il y a une perte de puissance dans le réseau public, ou que le pilote de contrôle est court pour contrôler la référence du pilote. Donc, là, à ce moment-là, c'est toutes des choses que le code E rentre dans cette norme-là. Fait qu'avec notre émulateur, on va être en mesure de valider ça. Les mesures supplémentaires qu'on peut faire. L'appareil lui-même nous permet de valider la mise à la terre, de faire le test de GFI, de s'assurer qu'on n'a pas le code E qu'on expliquait tantôt. Mais par la suite, ça nous limite là. Par contre, on peut directement sur l'émulateur brancher soit un multimètre ou un oscilloscope. Puis là, à ce moment-là, on va être capable d'aller chercher des valeurs additionnelles pour faire du troubleshooting, pour faire du diagnostic. Première des choses qu'on peut faire, c'est qu'on peut surveiller la tension nominale de la station. Donc, on va connecter un multimètre aux bornes, puis on va aller vérifier, est-ce que j'ai bien mon 240 volts? On peut aussi vérifier, trouver le courant de charge maximal. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va connecter un compteur Redley sur le rapport cyclique aux bornes. Donc là, ça me prend un multimètre qui a le duty cycle.
Donc, à ce moment-là, si vous avez un multimètre qui n'a pas cette fonction-là, ben c'est un test que tu ne peux pas faire. Parce que l'idée, de la façon que les bornes de charge fonctionnent, c'est qu'on va avoir un cycle d'ondes carrées. Puis, dépendant du nombre de temps on versus le nombre de temps off, ça veut dire quelle charge qu'on a. Dans le manuel d'instruction, ça vous dit comment le calculer, mais encore plus simple, il y a un petit tableau. Donc, si tu t'en vas et tu as un duty cycle d'une certaine valeur, si je m'en vais, mettons, avec un duty cycle de 20, bien, ça veut dire que mon ampérage est à 12 ampères. Donc, c'est une logique qui a été faite. Tous les systèmes ont la même logique. C'est-à-dire que j'envoie 20% du temps on, donc c'est comme si j'envoyais l'équivalent de 12 ampères. Fait que ça, c'est toutes des choses que si ton multimètre là, tu peux le tester. C'est pour ça, souvent, les gens nous demandent pourquoi que Fluke recommande d'avoir le multimètre 87 pour travailler avec. Moi, j'ai un autre multimètre. C'est que ton autre multimètre va être capable de vérifier la tension, mais tu ne seras peut-être pas nécessairement capable de vérifier le courant de charge maximum. Puis là, à ce moment-là, tu peux le tester autant sur les systèmes de charge qui ont besoin de ventilation ou non. Donc, encore là, dans le manuel, vous allez voir, vous avez le côté C, le côté D. Il y en a un, c'est lorsque le chargeur va partir les fans, puis c'est lorsque le chargeur ne part pas les fans. Donc, dépendant du système, on peut tester les deux. Puis, on va être capable de le trouver. Ensuite de ça, si on a un oscilloscope, là, on va être en mesure d'analyser le signal. Là, on va regarder la tension du signal pilote de la commande en connectant un oscilloscope au bord. De la façon dont ça fonctionne. Tantôt, j'expliquais que lorsqu'on mesure le duty cycle, le pourcentage on versus le pourcentage off nous dit la charge. Mais il y a un peu plus que ça dans le système. Lorsqu'il n'y a rien de branché, là, à ce moment-là, au niveau de la tension qu'on aurait, on va avoir un plus ou moins 12 volts. Quand on va aller connecter le connecteur au véhicule, là, à ce moment-là, c'est comme si on rajoutait une résistance dans le circuit, puis on va changer l'amplitude de notre forme d'onde. Et à ce moment-là, on est capable de le vérifier. On va baisser autour de 9 volts, donc 9 positifs, 12 négatifs. Puis par la suite, dépendant si je suis avec une fan ou pas de fan, là encore là, je vais changer la valeur de résistance et je vais pouvoir le faire. Donc avec un oscilloscope, je vais être en mesure de mesurer mes amplitudes et de déterminer qu'est-ce qu'on est en train de faire, dans quelle étape l'appareil fonctionne. Puis on peut voir aussi s'il y a des problématiques. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Donc, avant la période de questions et réponses, on va remercier Claude pour la présentation aujourd'hui. Donc, merci Claude. Et comme c'est le temps de profiter d'avoir un expert comme Claude avec nous à répondre à toutes vos questions. Donc, utilisez la fonction chat ou la fonction question pour poser toutes vos questions. Un note rapide, si vous avez des questions spécifiques aux quelques produits qu'on a parlé durant la présentation aujourd'hui, les spécifications comme les catégories 2, 3, 4, ou les spécifications techniques, les prix pour les ventes ou locations, n'importe quoi, nous vous encourageons à visiter notre site web itm.com/fr pour la version française. Vous y trouviez notre site, une liste de produits sur notre site, les prix, disponibilité, fichiers techniques, et vous trouviez nos coordonnées aussi et les différents moyens à nous contacter par chat, téléphone, courriel, n'importe quoi. Donc, on a reçu un couple de questions durant la présentation. On va les vérifier juste ici. Question, pourquoi aurais-je besoin de mesurer le cycle d'utilisation d'une station de recharge? OK. Probablement la question est au niveau là, du duty cycle que j'expliquais tantôt. Le système de charge, c'est un peu comme lorsqu'on s'en va dans des systèmes de four induction, où là, on va travailler avec ce qu'on appelle un pulse width modulation, ou si on aime mieux une modulation
du temps de la pulse. Fait que l'idée de ça, c'est que plus mon pulse est on longtemps, plus j'envoie de courant dans le système. Fait que le fait de pouvoir mesurer le duty cycle me permet de déterminer la charge que le système est en train d'envoyer. Donc, c'est là l'idée du duty cycle. Est-ce que c'est absolument nécessaire? Non, mais oui, dans le sens où non, il y a certains cas où peut-être je n'ai pas besoin de savoir, mais dans d'autres cas, moi, je veux savoir est-ce que je fournis le bon courant. Bien là, ça va prendre le duty cycle pour le faire. Parfait. Parfait. Une autre question de Daniel. Est-ce que Fluke fabrique un instrument de test pour les bonnes rapides en DC? Présentement, non. Il faut toujours dire présentement parce qu'on ne sait pas c'est quoi qui est sur les tables à dessin. Oui, absolument. Comment j'utilise le FEV 100 pour analyser le signal pilote? Le signal? Pilote de contrôle. OK. Sur le FEV 100, on a justement les différentes connexions possibles. Puis là, avec un oscilloscope, je vais pouvoir aller mesurer l'amplitude, comme j'expliquais tantôt, que ça va pouvoir me permettre de déterminer dans quelle étape je suis au niveau de la communication. Donc, est-ce que la communication se fait entre le véhicule, dans ce cas-ci le FEV 100, et la borne? Puis, est-ce que la commande pour la charge a été envoyée? Donc, encore là, je vais avoir un changement au niveau de l'amplitude. Parfait. Un petit rappel, il nous reste à peu près 15 minutes pour prendre toutes vos questions, donc inquiète-toi pas à utiliser la fonction chat ou la fonction question pour tout poser. Et si on quitte aujourd'hui avant que vous ayez eu la chance de poser votre question, inquiète-toi pas encore. Tu peux nous contacter vers email, chat, par téléphone. Allez-y sur notre site web itm.com pour voir toutes les possibilités à nous connecter. OK, une autre question qui vient de Michel. Tu mentionnes qu'il faut initialiser ou tester la mise à la terre main nue. C'est assez inhabituel. Oui, c'est qu'en réalité, c'est que la façon que le test a été fait, c'est que la mise à la terre a été, c'est pas que tu la testes elle-même, c'est juste qu'ils vont comparer entre toi qui est à la terre et le circuit lui-même. Puis s'il y a une tension qui est trop élevée ou ainsi de suite, automatiquement le test aborde, puis ça va t'indiquer comme quoi qu'il y a une probabilité, qu'il y a quelque chose de pas correct, ou si le fil est ouvert. Donc, ils servent de cette façon-là pour le tester. Une autre question qui vient. Est-ce que le FEV 100 fonctionne dans n'importe quel type de connecteur? On va fonctionner avec les connecteurs Tesla et les connecteurs de type 1. Okay. Puis ça, il faut juste acheter le bon connecteur. Donc, si tu travailles juste sur des Tesla, tu peux acheter le FEV 100 avec le connecteur Tesla. Si tu travailles sur les deux types, tu peux acheter les deux connecteurs. Puis il y a aussi des kits avec, si tu n'as pas déjà un multimètre adéquat ou un oscilloscope adéquat, Fluke a fait des kits avec les multimètres et les oscilloscopes. Parfait. OK. Et donc, un rappel, si vous voulez chercher des prix, disponibilité, fichiers techniques, les manuels, n'importe quoi sur les kits, sur les instruments qu'on a parlé aujourd'hui, allez itm.com pour chercher. On a une box de recherche pour trouver n'importe quoi que vous voulez. Puis, si vous avez des questions pendant votre recherche, vous pouvez connecter par chat, courriel, par téléphone aussi. Moi, un de mes collègues, Claude, on est disponible à vous aider n'importe quel temps. Encore, on nous remercie, Claude, pour la présentation aujourd'hui.
Et on vous remercie à tous à ce que vous connectez aujourd'hui pour avoir assisté à notre webinaire aujourd'hui. Nous espérons que vous avez trouvé instructif et utile. Nous sommes disponibles, comme j'ai dit, au moins 5 fois déjà, mais on est disponible pour vous aider à quelque manière que ce soit. Visitez itm.com pour trouver tout que vous avez besoin, même nos coordonnées. À la fin de ce webinaire, nous avons un très court sondage que nous aimerions que vous remplissiez. Vos commentaires nous aideront à nous améliorer et nous permettront à vous apporter les sujets qui vous intéressent. Et n'oubliez pas, en guise de remerciement pour votre participation à notre webinaire aujourd'hui, votre nom sera inscrit au tirage pour gagner 100 pièces pour votre prochaine commande en ligne. Le gagnant sera annoncé sur nos canaux de médias sociaux. Assurez de vous consulter là-bas. Et je vais vérifier une autre fois si on a eu des questions. À date, on n'a pas. Donc, on vous souhaite une très bonne journée à tout le monde. Et à Claude, merci encore. Bonne journée tout le monde.